comme en Conference League, quoi. Plutôt de second couteau, on les connaît moins bien. Parlons d'abord de Crystal Palace, l'entraîneur Oliver Glasner, vainqueur quand même de cette même coupe avec Francfort il y a quelques années et en partance du club Crystal Palace, 15e de Première Ligue. On mentionne dans l'effectif, pour nos auditeurs africains, à l'écoute bien sûr, Evan Guessant, l'Ivoirien, Ismaïla Sarr, le Sénégalais, et puis côté français, Jean-Philippe Mateta, qui va rejoindre les Bleus pour partir à la Coupe du Monde. Une victoire en 6 matchs en mai, c'était le match qu'il fallait gagner. Ouais. C'était la demi-finale face au Shakhtar Donetsk. Que vous inspire Crystal Palace, messieurs? Voilà. Oui, non mais tu l'as dit, 15e. Pas faire long. Non mais en fait, ce qui est intéressant avec Palace surtout, c'est qu'ils sont à un virage finalement. C'est-à-dire là, ils atteignent une finale européenne, ce qui est quand même pas tous les jours. Ils sont 15e en Première Ligue. On parle d'Iraola notamment pour la saison prochaine. Glasner s'en va. Il y a des joueurs qui sont aussi en fin de cycle. Mais après, c'est un peu à l'image de ce qu'est cette compétition finalement. C'est-à-dire, le Rail, on va en reparler après, mais la dernière journée, ils auraient pu accrocher la place européenne via le championnat aussi, puisqu'ils étaient pas loin. Tout était tellement serré en Espagne, à part le très haut du tableau, qu'ils auraient très bien pu arracher cette place-là. Mais c'est un peu à l'image de ce qu'est cette Conference League finalement, ce que fait Palace, où les Anglais sont présents, même les clubs anglais qui sont 15e de PL. Souvenez-vous, Tottenham. Ils peuvent faire le grand chelem. Ouais, les Anglais, mais souviens-toi Tottenham, ils étaient à jouer leur maintien en même temps que les Coupes d'Europe. Donc sur la dernière journée. Ouais, c'est assez fou finalement. Un avis sur Crystal Palace? Ça montre un peu qu'est-ce que c'est la Premier League. Voilà, c'est une équipe qui, malgré le fait qu'ils sont au milieu du classement à la maison, sont quand même une puissance au niveau européen. Ils sont des joueurs comme Wharton, comme Jeremy Pino aussi, l'Espagnol, donc qui ont une capacité pour mettre tout ensemble un effectif assez compétitif parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Et puis bon, voilà, c'est ça qu'on voit. Surtout, peut-être la Ligue des Champions c'est plus compliqué, mais quand on parle des Conference League et d'Europa League, l'argent fait vraiment la différence dans ces cas. Moi, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Coupe d'Europe, second couteau. Et on est où, nous, les Français, cette histoire? Non, mais ce qui est terrible. On est en train de charrier une équipe qui est 15e de Première Ligue et l'autre, ils ont fini 8e. On est d'accord? Alors, ils ont failli accrocher. Ils auraient pu être européens. Ils auraient pu être européens. La France avait Strasbourg en demi-finale et on devrait presque s'en féliciter. Non, mais nous, on n'y est jamais dans les compétitions. On n'apparaît jamais. Et c'est terrible de voir ça, de se dire. Et après, nous, on nous explique qu'on est l'un des meilleurs championnats, les plus grands, les plus forts. Mais ces coupes-là, les mecs, certains les jouent. Pourquoi ça reste de toute façon la coupe des seconds couteaux. Et si les Français n'y sont pas, ça veut dire qu'ils sont mais c'est ça. Crystal Palace, Rayo Vallecano. C'est le couteau de son championnat, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais j'ai bien compris. Mais je rêverais qu'une équipe française soit en finale quand même, n'importe laquelle. Après, Marc, c'est ça que je veux. Là, on briefe la finale de demain. Il n'y a pas de club français. On va pas s'étendre sur la question. Pour continuer et faire les liaisons, quand bien d'argent touche des droits de télé, les 15e de la Ligue 1, tout va en Première Ligue et on parle des 40, 50, 60 millions d'euros. Je crois qu'ils n'arrivent même pas à 10 millions en France. Donc voilà où ils sont les Français. Les Français, ils sont pas les moyens au-delà des PSG. Je suis pas d'accord avec toi. Strasbourg, ils auraient pu faire quelque chose. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Vous venez de le dire, ils auraient pu. La finale demain, ils y sont pas. Palace, Rayo Vallecano. Mais là, en fait, tu mets le doigt. Pour moi, c'est. En fait, pour Strasbourg, il appartient à qui? Oui, mais justement, ce que j'allais dire. À une équipe anglaise. Beaucoup. Mais justement, donc le problème de Strasbourg, c'est que là, tu as une erreur stratégique qui n'a rien à voir finalement avec le foot français. C'est nous, on fait all-in sur la Conference League, on oublie le championnat, on oublie la Coupe de France, et puis au final, tu te fais taper alors que tu t'y attends pas par le Rayo, et voilà. Mais c'est plus une erreur stratégique, je trouve, moins qu'une erreur de vision. Ça fait des années qu'on se dit que, et encore, Marseille, ils ont été en demi-finale de Conference League il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Allez, parlons du Rayo Vallecano, messieurs. Pour les clubs français, on a l'occasion de les enterrer assez régulièrement. L'entraîneur Inigo Pérez, 8e de Liga, 12 victoires, 14 nuls, 12 défaites. C'est carré comme stat, 41 buts marqués, 44 encaissés. Et parmi les Africains qui y jouent, Pathé Ciss, le Sénégalais, Nobel Mendy, également un peu plus jeune. Là, je me tourne vers vous, le Rayo Vallecano. On attend votre éclairage. C'est une vraie anomalie parce que comme institution, c'est un club qui a plein de soucis. Déjà, Vallecas, le stade, on a vu au cours de la compétition, même il y avait des rivaux qui faisaient des blagues, qui se moquaient des tas de vestiaires, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est un club qui a de problèmes avec la ville, la maire de Madrid, avec les présidents de la région de Madrid, à cause même de stade. Et même le président Presa a plein de soucis avec les supporters, mais à un niveau incroyable. C'est pas du tout compréhensible. Malgré tout ça, pendant des années, ils ont bâti un projet qui marche bien, avec une équipe qui, malgré l'effet de ne pas avoir un budget énorme,
décide de jouer très bien. Iraola est passé par Rayo Vallecano, un entraîneur qui propose toujours un très bon foot. Inigo Pérez, c'est un peu la même histoire, et puis qui a une espèce de liaison avec les supporters, une espèce de sens de communauté, aussi qui sert à garder des joueurs comme Issy Palazón, qui pour moi c'est la grande star, qui évidemment il n'ira pas à Manchester United, il n'a pas les niveaux, mais qui quand même pourrait peut-être tempter Sevilla, Betis, des joueurs des équipes un peu mieux, mais qui quand même décident de rester et de ne pas faire la pression pour partir, parce qu'ils ont vraiment cette sensation d'avoir créé quelque chose d'unique. Et voilà, c'est pour moi c'est la magie de Rayo Vallecano, cette espèce d'effectif, les supporters, la communauté. C'est une équipe des quartiers, vraiment, Vallecas. Donc ils ont créé une espèce de projet qui est si loin du foot actuel, l'argent, la multipropriété, etc., qui marche, et voilà qu'ils sont heureux de les garder et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Eh ben, on verra ça demain soir. C'est un vrai kiff, ce club. En fait, ce que dit Manu, moi j'aime bien le côté c'est très anomalie. intéressant. C'est surtout une anomalie institutionnelle, dans le sens où Pressa, le propriétaire, est en guerre avec les Bucaneros, qui sont des supporters d'extrême gauche, d'extrême gauche, et en gros, eux demandent son départ depuis des années. Ils veulent surtout pas déménager de Vallecas. Pressa, le président, le veut parce qu'il veut construire un grand stade, et les supporters disent non, le Rayo Vallecano, c'est à Vallecas, qui est un quartier très populaire au sud de Madrid. Ils veulent absolument pas bouger. Lui, il préférait vendre le terrain pour en faire des parkings. Enfin, il y a une espèce de guerre depuis des décennies, et c'est vrai que tu as raison de le dire. Enfin, tout ça fait que on t'aurait dit il y a encore 2-3 ans, le Rayo Vallecano va être en finale d'une Coupe d'Europe, fût-elle la plus petite, personne n'y aurait cru, bien sûr. Mais surtout que sur la saison, ils ont 50 points, ils sont 8e. Le premier relégable, il a 42 points. Ils ont fait 14 nuls cette saison. En faisant 14 nuls, ils s'en sortent. Parce qu'ils ont 12 victoires. Mais la course en Liga, ça a été un délire absolu. Je constate que vous écoutez bien. Non, mais ce que j'avais pu. Non, mais quand on peut voir que tu fais 14 nuls et que tu es seulement à 8 points du premier et tu finis 8e, et derrière, ça descend avec 42 points. Tu peux te dire attention. Ouais, mais ça a été une grosse saison. On verra ça demain, je vous le rappelle. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas non plus l'effectif pour jouer à l'Euro. C'est ça qui est bien. Manu, c'est la Conférence League. On peut faire c'est clair. On en parle. Mais est-ce de respecter les Coupes d'Europe, monsieur Cron? Et si c'est les Français on ferait ça, on dirait ça? Justement, on va continuer à en parler des Coupes d'Europe. Parce que si Inigo Pérez s'impose demain à la tête du Rayo Vallecano contre Crystal Palace, il sera le 3e entraîneur espagnol à être titré sur la scène européenne. En attendant, peut-être, supporter du PSG, vous énervez pas tout de suite. En attendant, peut-être un 4e samedi soir, Mikel Arteta. 6 des 8 entraîneurs, je parle aussi avec la Ligue des Champions, entraîneur du Barça espagnol, entraîneur du PSG féminin, espagnol, pardon. Unai Emery, on l'a dit pour Aston Villa, Pere Romeu pour, donc ça c'était chez les femmes. Bref, 6 entraîneurs sur 8 équipes finalistes de Coupe d'Europe espagnoles. Manu, je me tourne vers vous. Il y a une école, il y a une réussite, c'est la hype du moment. Qu'est-ce que c'est que tous ces entraîneurs espagnols là? Non, mais je crois aussi qu'il y a un moment, il y a 10 ans plus ou moins, que la Ligue espagnole a commencé à exporter. On a importé des entraîneurs étrangers, mais quand même, il y a des entraîneurs, des joueurs qui ont dit, il n'y a pas de problème, si je vais entraîner à la Premier League, si je vais entraîner en France, si je vais jouer en France. Donc voilà, ça a enrichi ces joueurs. Et puis, il y a une magnifique école d'entraîneurs. Par exemple, je vais parler de Barcelone, où on voit Luis Enrique. Oui, parce que j'ai dit Mikel Arteta, mais ça marche aussi pour le PSG. Il y aura un 4 sur 4 espagnol. Mais même, on parlait tout à l'heure, c'est Fabregas qui faisait donc voilà, il y a une vraie tradition aussi. Et il y a une façon de jouer qui vient aussi avec l'équipe nationale. C'est plus peut-être les tiki-taka, mais c'est foot offensif, agréable et beau, qui marche bien. Et je crois que dans ce sens-là, l'effet qu'on a des entraîneurs un peu partout, ça a vraiment enrichi les styles des entraîneurs espagnols. Mais tu vois, en fait, et ce qui est intéressant avec le cas espagnol, c'est que il y a tous ces entraîneurs qui sont en finale des compétitions européennes mélangées, on va dire. Hommes et femmes, donc il y a vraiment une réussite. La preuve, partout. et on parle d'exportation, et la preuve que tu peux être roi ailleurs que chez toi, quand tu regardes les 3 premiers classés de la Liga, c'est des étrangers. C'est Hansi Flick. Le Real, il y a eu Arbeloa, il y a Arbeloa qui saute, donc voilà. Il y avait Xabi Alonso, mais ça n'a pas marché. On peut pas les mettre comme un exemple. C'est pour ça. Non, et après t'as Marcelino, mais qui part de Villarreal, et t'as Diego Simeone qui est derrière, qui vient de faire son 800e match sur le banc de l'Atlético. Mais ils ont cette capacité. Et surtout, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est la même chose qu'au Portugal. T'as pas une école des entraîneurs, t'as des écoles d'entraîneurs. T'as les anciens pros qui sont devenus entraîneurs, t'as les universitaires, ceux qui ont un cursus universitaire et qui n'ont pas forcément une grande carrière de joueur. T'as même certains qui n'ont fait aucun des deux. Là, je regarde plus vers le Portugal, un cas comme Villas-Boas, qui a ni été prof universitaire, il n'a pas fait de cursus universitaire, il n'a pas été joueur pro non plus. Ce qui est très très fort dans le football ibérique, et là je le mets dans leur ensemble, c'est cette diversité des écoles, vraiment au pluriel des entraîneurs qui existent là-bas.
Quand on prend tous les entraîneurs dont on a cité, je pense qu'ils ont vécu une génération à partir de 90, 2000, 2010, où l'Espagne créait ce qui se faisait de plus beau. En 2008, ouais, 2010. mais regarde. Mais parce je pense qu'ils ont grandi dans un football total où ils se sont éclatés. Et je pense, parce que je me rappelle d'une chose, début 2000, mes enfants, ils partent faire un tournoi en Espagne. Il y avait le Real, il y avait le Barça, des gamins. Les minots étaient déjà conditionnés comme les grands, quoi. Oui, mais tu sais ce que c'est la différence? Parce que, regarde, nous, la France, on aurait pu le faire dans la fin des années 90. Mais on le fera jamais. Mais tu sais pourquoi? C'est pas une question de sensibilité des gamins. C'est l'accès au diplôme aussi. C'est-à-dire qu'en France, si t'as pas été un ancien pro, accéder au BEPF qui te permet d'entraîner au plus haut niveau, c'est très compliqué. En Espagne et notamment au Portugal, c'est un peu comme aux Pays-Bas, c'est le système inverse. C'est-à-dire qu'on demande aux anciens pros d'avoir le même cursus universitaire que ceux qui n'ont pas été footballeurs professionnels. En gros, si tu as été pro, tu es limite pénalisé par rapport à ceux qui l'ont pas. Alors après, il y a des dérogations. Thiago Silva, par exemple, il vient de s'inscrire au stage d'entraîneur en Écosse pour gagner du temps, parce que là-bas, la formation se fait en accéléré. Mais c'est aussi ça qui fait que, c'est-à-dire qu'en Espagne, il y a déjà pas mal d'années, ils ont compris, ils se sont dit, tiens, faut pas que le foot, il soit réservé qu'aux anciens joueurs professionnels. Et c'est la grande différence qu'on a par rapport à la France, qui aurait très bien pu prendre ce virage-là, mais ça n'a pas été le choix de la DTN. Notamment. Et on parle de la Coupe d'Europe, mais on rappelle que Mikel Arteta est champion d'Angleterre, devant Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, et on a parlé de Côme, entraîné par Fabregas. Mais ces gamins-là, 2008-2010, c'est une génération qui a vécu un football. T'as raison, et puis le foot, ouais. Exceptionnel. C'est-à-dire que là, c'était le kiff total de commenter à l'époque. Je commençais. C'était fantastique. Ce qui nous amène donc logiquement à parler de l'équipe espagnole qui va rejoindre la Coupe du Monde dans quelques jours, dans quelques semaines. Le rassemblement est tout proche. La liste a été donnée par Luis de la Fuente il y a 48 heures. Et pour la première fois depuis 1932, donc on le rappelle, l'Espagne, championne d'Europe en titre, est parmi les favorites du tournoi, avec la France et peut-être l'Argentine. Bon, ça c'est une manière de voir les choses avant la compétition. Ne cite pas le Portugal surtout. Tu veux que je m'en aille? C'est comme Mathéo, je vais chez le dentiste. Non. On a pris rendez-vous. Oui, j'avais oublié peut-être Outsider là. Bref, le Portugal, pourquoi pas. Bref, pour la première fois, cette équipe espagnole ne compte aucun représentant du Real Madrid dans son effectif. La presse s'est régalée, la presse évidemment barcelonaise. 8-0 ont titré notamment le Mundo Deportivo et Sport, 8-0 parce qu'il y a 8 Barcelonais, 0 Madrilène du Real, mais 8 Barcelonais. On a vu déroute mondiale aussi dans la presse. Le Barça mènera une nouvelle fois l'équipe nationale espagnole en Coupe du Monde. C'est ce qu'il est dit. C'est vrai que c'est un vrai fiasco quand même pour le Real qui s'y attendait bien sûr. C'était attendu. Je crois qu'il y avait qu'un seul doute. Les 3 possibles joueurs, Carvajal, il n'a pas joué cette saison, surtout les derniers matchs. Donc même si je crois que physiquement il est bien, il aurait pu aller, s'il avait joué 5-6 matchs des 10 dernières, il n'a pas fait. Gonzalo, je crois qu'il y en a d'attaquants, peut-être du même profil ou pas, mais qui ont performé mieux. Pour moi, la seule doute, c'est Hausen. C'est vrai que le Real n'a pas fait une bonne saison. C'est vrai que lui n'a pas fait une bonne saison, ou quand même une saison d'un niveau, du niveau nécessaire. Mais pour moi, quand je vois la liste, il y a des anomalies, on va dire, j'aime bien utiliser ces mots aussi, comme Puyol, qui a fait que 19 matchs avec l'Atlético cette saison, mais qui va. Gavi, les joueurs de l'FC Barcelone, qui a joué 15 matchs, moi je crois qu'il y a mis, surtout comme Pablo Fornals, les joueurs de Villarreal, un milieu de terrain qui t'a fait en Ligue 9 buts et 6 passes décisives. Baena, les milieux offensifs ailiers de l'Atlético de Madrid, c'est un joueur qui te marque 2 buts, même s'il joue dans une position offensive, qui va aussi. Donc je crois que si on voit tous ces exemples, il y a d'autres joueurs qui auraient pu qui auraient pu aller avec l'équipe nationale, dont Hausen. Mais j'ai dit, au-dessus de Hausen, moi je vois Pablo Fornals, Moleiro, les liés de Villarreal. Il y a d'autres joueurs quand même. Moi j'ai quelques doutes dans la liste. Après c'est une liste d'une qualité énorme. Ah oui. Quand on voit les Barcelonais, on va y revenir parce que, et je vais vous demander votre avis bien sûr. Écoutons celui de Luis de la Fuente. Lui, tous ces débats là, madrilène, pas madrilène, il s'en tape complètement. Je suis sélectionneur national, je ne tiens pas compte de la provenance des joueurs, je l'ai déjà dit par le passé. J'évalue uniquement un joueur par sa capacité à faire partie de l'équipe nationale. Je ne regarde pas s'il vient d'un club plutôt que d'un autre, je n'ai pas cette mentalité locale ou chauvine que peuvent avoir certains supporters. Ma vision est plus globale, je ne fais pas de distinction et je ne regarde pas si une équipe est mieux représentée qu'une autre en sélection. Pour moi, cela n'a pas d'importance. Il a donc fait Luis de la Fuente la meilleure équipe possible, évidemment. Il est sélectionneur, c'est son rôle. Votre avis sur cette liste, Nicolas Villas? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de débats, et d'ailleurs, il y en a beaucoup